Donc, merci à vous d'être présents pour cette conférence organisée par l'OPQIBI sur la thématique réussir la rénovation énergétique des bâtiments, le rôle pivot de la maîtrise d'œuvre. Donc, avec deux interventions, dont une principale, celle d'Antoine Béchara, que je laisserai se présenter, qui est responsable du département réhabilitation au sein du bureau d'études BERIM, et moi-même, Stéphane Mouchot, directeur général de l'OPQIBI. J'interviendrai vraiment en toute fin de conférence. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Antoine. Donc, je représente effectivement, comme ça vient d'être dit, le bureau d'études techniques BERIM, maître d'œuvre. Et ma spécialité, c'est la réhabilitation du logement, plus le logement côté bailleurs sociaux, le grand logement social, les bâtiments que vous connaissez bien et qui maintenant ont une histoire assez vénérable dans notre pays. Mon sujet, c'est aujourd'hui, les choses se sont complexifiées. Et comment faire pour réussir une réhabilitation qui va dans le sens de plus en plus de ce que nous appelons la rénovation énergétique. Pour commencer, une rénovation réussie, ça nécessite pour la maîtrise d'œuvre 3 conditions. 1, des aptitudes organisationnelles et de coordination. 2, des compétences sur le plan technique, bien entendu, c'est ce qu'on attend au minimum d'une maîtrise d'œuvre. Et enfin, ce n'est pas le moindre, l'esprit que j'appellerais l'esprit réhab, c'est-à-dire l'écoute active et l'amour du patrimoine passé et des gens qui l'habitent. Ça, c'est une fois que vous vous sentez bien muni, doté de ces conditions-là, vous pouvez vous lancer dans une bonne réhabilitation. Un aperçu sur les différentes morphologies de patrimoine à réhabiliter. Pour commencer, quel est l'objet de notre intérêt? Il y a des immeubles des années 1933, 1950, 1960, les grands ensembles, 1970, 1980, et à présent, on commence à réhabiliter le patrimoine plus récent des années 1990. Oui. Dans ces patrimoines-là, il y a des points communs et des différences importantes. Parmi les points communs à tous les patrimoines, dès lors que vous abordez une réhabilitation, aujourd'hui, c'est l'exigence environnementale et énergétique. C'est un point absolument invariable. 2, le site occupé ou site vide selon le cas. Ça aussi, vous êtes systématiquement soit dans un contexte de logement occupé ou de site occupé, ou dans un contexte de déplacement des personnes avant d'effectuer la réhabilitation. Les différences, en fait, entre les différents patrimoines, on commence par la morphologie des façades. On verra que la façade, c'est un des éléments les plus contributifs et à la réhabilitation en général, et surtout à la rénovation énergétique, à l'aspect énergétique du problème. La morphologie des façades avec la notion de patrimoine remarquable. Ceci permettra de mettre en place une isolation thermique par l'extérieur, qu'on appelle ITE ou pas. Une dominante sécuritaire, beaucoup plus présente dans le patrimoine d'avant 1980 que dans celui après, avec l'avènement de l'arrêté de janvier 1986, que vous connaissez bien, de sécurité incendie. La dominante spatiale ou de typologie des logements, c'est-à-dire dans mon patrimoine, est-ce qu'il est question de changer la typologie des logements ou pas? Voilà une question très discriminante au niveau de l'approche réhabilitation. Le seuil énergétique atteignable ou pas, et donc le recours possible à ce que nous appelons les ENR, c'est-à-dire les énergies renouvelables, pour atteindre l'étiquette visée. La source de production de chaleur, est-ce qu'on est en gaz, électricité, réseau de chaleur urbain, genre géothermie, dans toute leur diversité? La nature de l'émission de l'émetteur de chauffage, est-ce qu'on est en radiateur, chauffage par émetteur radiateur, ou par chauffage par le sol, par exemple? Le mode de production de l'eau chaude sanitaire. Et enfin, le mode de production de la chaleur est-elle distribuée en individuel ou en collectif? C'est-à-dire logement par logement ou de manière collective avec un réseau collectif. Voilà, ça fait beaucoup de critères. Dans cela, donc, il m'est apparu que la rénovation énergétique apparaissait comme une équation à résoudre, en fait. Une équation, c'est plusieurs inconnus, et il s'agit de mettre en exergue et de mettre, si vous voulez, de faire connaissance avec ces inconnus de manière à ce qu'elles aillent ensemble et qu'elles aboutissent à une réhabilitation à peu près réussie. Les données existantes du problème à résoudre sont une situation existante, une situation projetée, toujours. Donc la situation existante, la situation actuelle du bâti est son étiquette de départ. La situation projetée, c'est la situation à atteindre, c'est l'objectif énergétique notamment. Par exemple, on veut passer de l'étiquette E à l'étiquette B. La meilleure étiquette étant l'étiquette A. Les actions possibles à mener ou les leviers de la réhabilitation sont les suivantes.
Elles sont trois en fait. Une action sur l'enveloppe du bâtiment. Je disais tout à l'heure que l'enveloppe est l'élément le plus déterminant de la rénovation énergétique. Une action spécifique sur les systèmes de production de chaleur et de réseaux de fluides associés. Une action spécifiquement orientée vers le recours aux énergies renouvelables. Et en 4, une action spéciale pour la ventilation du logement. Alors, si je reprends en 1, l'action sur l'enveloppe du bâtiment. Par enveloppe, on entend, si vous voulez, vous le savez, les façades, les menuisiers extérieurs, les balcons et loggias, les toitures terrasses, les planchers bas de logement au rez-de-chaussée. Donc cette action visera l'amélioration de la résistance thermique des parois de l'enveloppe du bâtiment. La deuxième action, c'est celle qui vise les systèmes de production de chaleur. Cette action peut concerner l'amélioration d'un système de production de chaleur existant, par exemple le calorifuge des tuyauteries d'eau chaude, ou son remplacement complet avec changement ou don d'énergie. Par exemple, on va passer d'un système de production de chaleur par chaudière gaz à un système de production de chaleur par raccordement au réseau de chaleur urbain ou par la mise en place d'une pompe à chaleur RO. Ça se fait de plus en plus, les pompes à chaleur aujourd'hui, comme un élément assez contributif d'une bonne étiquette. Cette action peut concerner à la fois la production de chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, voire les deux simultanément. Je disais une action spécifiquement orientée vers le recours aux énergies renouvelables, soit pour l'entière production, soit pour une partie de la production. Par exemple, le recours aux eaux grises pour la production de l'ECS. Ça se fait de plus en plus. Aujourd'hui, je suis en train de le faire sur ne serait-ce qu'un cas assez emblématique. Il s'agit des tours-nuages que vous connaissez tous à Nanterre, donc patrimoine d'Émile Ayot, architecte. Autre exemple, le recours à des capteurs solaires sur le toit comme préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Autre exemple encore, le recours à un raccordement à un réseau de chaleur urbain que nous appelons vertueux, c'est-à-dire qui est à plus de 51% de sa source primaire vertueuse, comme la géothermie par exemple. Enfin, et très important, une action pour optimiser la ventilation du logement. Cette action a pour objectif de réguler les déperditions caloriques dues au renouvellement d'air dans le logement en agissant sur le système de ventilation qui est souvent une VMC, ventilation mécanique contrôlée à haute, basse pression ou hybride. Une action courante consiste à mettre en place une ventilation dite hygro-réglable, A ou B. Alors dans tout cela, comment s'exerce le rôle pivot de la maîtrise d'œuvre dans la résolution de l'équation énergétique? Le rôle pivot de la maîtrise d'œuvre, je suis désolé, j'ai omis de faire défiler le PowerPoint. C'est pas grave, j'espère que vous m'avez bien écouté jusqu'ici. Donc nous sommes au numéro 4. Le rôle pivot, c'est un petit peu avant, encore. Voilà, c'est ici. Donc le rôle pivot de la maîtrise d'œuvre va s'exercer dans le choix des justes itérations à accomplir pour comparer les différentes solutions disponibles. Ces itérations procèdent de l'examen, comme toujours, d'une faisabilité technique et d'une faisabilité financière, d'où il ressort pour nous que la compétence d'économiste est indissociable du rôle de la maîtrise d'œuvre. Donc faisabilité technique et faisabilité financière. Très vite, on va se rendre compte qu'il y a des centaines de combinaisons possibles de choix. Évidemment, il n'est pas question de les tester toutes. La maîtrise d'œuvre doit exercer son acuité de vision et son expérience pour cibler un moyen terme entre une pratique innovante et sa viabilité technique dans le temps, ainsi que son comportement quant à l'entretien-maintenance. Il ne suffit pas de trouver une belle solution innovante sur le plan technique, encore faut-il que cette solution soit viable dans le temps, en matière notamment d'entretien et maintenance. Le maître d'œuvre va donc s'attacher à proposer différents scénarios en nombre raisonnable cependant. On peut aller de 3 à 12 scénarios. Chaque scénario est éprouvé, avantages, inconvénients, et chiffré. Donc au niveau du chiffrage, il est intéressant de raisonner, comme vous le savez, en coût global, c'est-à-dire un coût d'investissement, coût travaux, et en coût d'exploitation et d'entretien maintenance sur 15 ans. Quels sont enfin ça c'est un point important auquel nous arrivons à présent, les facteurs contributifs, c'est-à-dire à quoi réellement et concrètement il faut prêter attention. Moi, maître d'œuvre, aujourd'hui, quand je suis en face d'une réhabilitation, quels sont les facteurs contributifs qu'il faut avoir à l'esprit quand on cherche à résoudre l'équation énergétique? Ces facteurs sont au nombre de 6. Le premier des facteurs, c'est les possibilités offertes par l'enveloppe des bâtiments. J'en avais déjà parlé, j'y reviens parce que c'est toujours un point crucial. Vous avez 2 cas de figure. Premier cas, l'enveloppe permet la prescription d'une isolation thermique par l'extérieur. Dans ce cas-là, on privilégie toujours la mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur qui demeure
un avantage considérable pour l'amélioration de l'étiquette énergétique. Ça enraye les ponts thermiques et ça homogénéise l'ensemble de l'énergie du bâtiment. Le cas 2, qui est malheureusement assez fréquent également, l'enveloppe ne permet pas la prescription d'une isolation thermique par l'extérieur. De multiples raisons peuvent y contribuer. Par exemple, dans le cas d'un patrimoine haussmannien, vous savez très bien qu'il est hors de question de venir habiller les façades par une isolation thermique par l'extérieur. Ou un patrimoine classé patrimoine remarquable, ou le nouveau label de patrimoine remarquable du XXe siècle, ou une constitution architectonique particulière de la façade qui empêche la mise en place d'une ITE, ou enfin le cas des monuments historiques. Oui, il existe en logement, y compris quelques immeubles de logement monuments historiques. Aujourd'hui, je réhabilite la cité de la Muette à Drancy, qui est carrément classée monument historique pour l'histoire de ce lieu. Dans ces conditions, on examine la possibilité de mise en place d'une isolation thermique par l'intérieur. En général, la mise en place d'une isolation thermique par l'intérieur suppose un déplacement de la population, donc un déplacement des gens, ce qu'on appelle la réhabilitation en mode tiroir. Ça n'est pas toujours possible. Donc il y a des conditions à cela, une excellente communication en direction des habitants. Et il faut également, dans le cas d'une ITI, isolation thermique par l'intérieur, veiller à ne pas aggraver une situation existante au niveau des ponts thermiques. Ça veut dire qu'il faut jouer simultanément agir sur la ventilation. Mais dans tous les cas, s'il n'est pas possible de mettre en place une ITI, cela veut dire qu'il faut abdiquer du bénéfice de l'enveloppe dans l'équation énergétique et jouer plutôt sur les systèmes et sur les équipements. C'était le facteur 1 que j'avais appelé les possibilités offertes par l'enveloppe du bâtiment. Le facteur 2, il s'agit de tous les facteurs influençant ce que nous appelons la CEP. Vous connaissez la CEP, la consommation en énergie primaire. Aujourd'hui, vous avez deux coefficients qui caractérisent, si vous voulez, le comportement énergétique d'un bâti. C'est la consommation en énergie primaire et le coefficient d'émission de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle le GES. Donc la consommation en énergie primaire, elle, est très influencée par une bonne résistance thermique de l'enveloppe. Donc un bon UBAT. Les façades, les fenêtres, les toitures se doivent à l'arrivée d'être de toute manière très bien isolées sur le plan thermique. La nature de l'énergie utilisée pour la production de la chaleur, dans l'ordre de rendement au niveau du calcul conventionnel de la consommation en énergie primaire, la CEP, 1. Les énergies renouvelables, la géothermie, le solaire, les eaux grises, les pompes à chaleur. 2. Le gaz, collectif ou individuel, qui demeure mieux valorisé que l'électricité dans le cadre de la CEP. Et 3. L'électricité, que ce soit en collectif ou individuel. Enfin, les équipements spécifiques, tels que les robinets thermostatiques sur les radiateurs, le système de ventilation, comme je le disais, type hygro ou pas, la récupération de chaleur sur les eaux grises ou sur la VMC, les ballons de chaud thermodynamique, etc. Il s'agissait du facteur 2, les facteurs influençant la CEP, consommation en énergie primaire. Le facteur 3, il s'agit des facteurs influençant le GES, les émissions de gaz à effet de serre. En fait, ce sont les mêmes que ceux de la CEP, avec néanmoins un focus sur la nature de l'énergie utilisée pour la production de chaleur, qui produit une inversion dans l'échelle de valeur entre le gaz et l'électricité. Là où l'électricité est aujourd'hui acceptée et vécue comme encore favorable dans le cadre du calcul de la consommation en énergie primaire, le gaz, je disais, le gaz est en général dégrade la note en matière d'émissions de gaz à effet de serre, où l'électricité est plutôt valorisée. L'électricité est aujourd'hui considérée comme un facteur allant dans le sens de minimiser l'émission de gaz à effet de serre. Je parlais là du facteur 3, les émissions de gaz à effet de serre. Le facteur 4, donc contributif à l'étiquette énergétique, il s'agit des conditions spécifiques aux certifications. Les bailleurs sociaux ont recours à 3 certifications, le NF Habitat Rénovation, bien connu de tout le monde, Promotelec Rénovation, prestataire. Certaines certifications émettent simultanément une condition sur la CEP, consommation énergie primaire, et sur le GES, les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui rend complexe la résolution de l'équation énergétique, puisqu'il y a contradiction, on l'a vu, pour satisfaire l'un et l'autre simultanément, et ce qui a pour effet en général de monter dans la hiérarchie des facteurs influençants qu'on a vu précédemment, et c'est là qu'on va en général avoir plus recours aux énergies renouvelables. Le facteur 5, c'est le facteur coût. Dans ces deux composantes, le coût des travaux et le coût d'exploitation et d'entretien et maintenance sur 10 ou 15 ans. Enfin, je rajouterai un dernier facteur, il s'agit du facteur 6. Voilà, le facteur 6, que j'appellerai, c'est un facteur d'expérience. Je l'ai appelé le facteur aggravant.
Il nous faut aujourd'hui rajouter ce facteur si vous voulez, qui concerne des aspects de la réhabilitation que nous n'avons pas encore à ce jour totalement surmontés. Donc on a encore des difficultés en réhab qui proviennent de beaucoup de choses, de la difficulté, comme on l'a vu, d'arriver à résoudre les différents éléments de l'équation, de la complexité grandissante de la combinaison entre elles des différentes certifications souhaitées par les maîtrises d'ouvrage. Par exemple, parmi ces facteurs aggravants, aujourd'hui, nous avons une condition spécifique et cruciale sur l'étanchéité des conduits de ventilation. 1. 2. Sur le diamètre des conduits de ventilation. C'est une préoccupation récente, induite notamment par l'évolution de la réglementation thermique. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire je mets des robinets thermostatiques sur les radiateurs et je passe d'une ventilation autoréglable à une ventilation hygro. Quand vous faites le calcul de l'hygro, vous trouvez que vous ne passez plus en diamètre du conduit de ventilation. Et pour peu que vous ayez de l'amiante dans les parois, et vous avez toujours de l'amiante dans les parois, le critère amiante ne va s'arrêter que dans les années 90, que pour la dernière génération de patrimoine des années 90, pour peu, je disais, que vous ayez de l'amiante, vous voyez la difficulté d'intervenir et sur l'étanchéité des conduits de ventilation et sur l'agrandissement des diamètres de conduits de ventilation. Ces difficultés spécifiques auxquelles nous sommes concrètement confrontés dans nos réhabilitations se conjuguent aujourd'hui, comme je le disais, sur des grands ensembles tels que les tours nuages ou la réhabilitation des tours de Bonneuil, sachant que l'amiante ne va définitivement disparaître dans le bâtiment qu'à partir de la génération des immeubles des années 1990. Jusqu'aux immeubles des années 1980, on avait encore des stocks d'amiante à écouler, ce qui complexifie, parfois rend impossible. Il faut trouver d'autres solutions. Parfois, on est amené à déplacer les personnes, carrément, provisoirement ou d'une manière définitive, pour résoudre l'équation énergétique. Je vous ai dit l'essentiel concernant cette fameuse équation énergétique. En conclusion, il me plairait de juste rappeler les facteurs contributifs. Je les rappelle, donc si vous les avez toujours à l'esprit et que vous les déclinez d'une manière assez rationnelle au démarrage d'une réhabilitation, normalement, vous êtes bien bordé pour réussir votre réhabilitation énergétique. 1. Les possibilités offertes par l'enveloppe du bâtiment, façade, fenêtre. 2. Les facteurs influençant la consommation en énergie primaire. 3. Les facteurs influençant l'émission de gaz à effet de serre. 4. Les conditions spécifiques aux certifications. 5. Le facteur coût des travaux, dans ces deux composantes, travaux, investissements et coût d'exploitation, d'entretien, maintenance. 6. Le facteur aggravant, assez conditionné par le facteur amiante. Voilà. Je suis à votre écoute à présent si vous souhaitez me poser toute question qui vous passerait à l'esprit concernant la réussite d'une réhabilitation énergétique d'un immeuble de logement. Merci. Merci. On passera aux questions dans 5 minutes. À la fin, si vous avez des questions. Et Antoine, il faudra que tu mettes le casque parce que sinon tu ne les entendras pas. Alors, je vous passe les quelques rénovations sur lesquelles Bérim a été intervenu. Moi, je voudrais juste intervenir sur 2 points. Donc, moi, je suis directeur général de l'OPQIBI, donc l'organisme de qualification de l'ingénierie. Et donc, notre rôle, c'est d'attribuer des qualifications aux prestataires d'ingénierie et notamment aux bureaux d'études, de manière à attester de leurs compétences et sécuriser et aider les maîtres d'ouvrage lorsqu'ils ont besoin de faire appel à des bureaux d'études. En matière de qualifications liées à la rénovation, à ce jour, nous avons des qualifications liées au stade de l'audit. Donc, nous avons les qualifications audit énergétique donc pour la maison individuelle et pour le bâtiment tertiaire et ou habitation collective. Ce sont 2 qualifications qui sont soit utilisées dans un cadre réglementaire, soit dans un cadre incitatif avec les aides existantes, notamment MaPrimeRénov' pour la 1911. Et nous avons une qualification qui est purement volontaire, qui est la qualification diagnostic en réutilisation réhabilitation des ouvrages de bâtiments, tout corps d'État. Donc c'est le complément de la qualification des qualifications audit énergétique. Là, c'est vraiment tous les autres corps d'État en plus de la partie énergétique. Donc ça, ce sont les qualifications existantes. Nous sommes en train de réfléchir depuis l'année dernière, dans le cadre d'un groupe de travail auquel participe Antoine, à 2 nouvelles qualifications qui nous ont été demandées par des prestataires. Ces qualifications, à ce jour, portent sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage de rénovation de bâtiments en site occupé et la maîtrise d'œuvre de rénovation de bâtiments en site occupé.
Donc le groupe de travail doit finaliser définitivement sa proposition au cours du premier semestre de cette année. Et en théorie, si notre conseil d'administration valide ces qualifications, elles rentreront en vigueur début 2026. Donc là, deux qualifications pour les étapes post-audit et diagnostic en maîtrise d'œuvre et une en AMO qui est venue se rajouter à notre réflexion. Donc voilà, moi, ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions sur la qualification, nous avons un stand à Energy Meeting, compétences 9. Et il nous reste quelques minutes pour que vous puissiez poser des questions si vous en avez. Donc la parole est à vous. Oui, monsieur. Allez-y. Oui, bonjour, Alain Marin. La réussite d'une rénovation, c'est la réussite du maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre est là pour l'aider et pour prendre certainement des responsabilités. Quelles sont les responsabilités que le maître d'œuvre prend si la rénovation n'est pas réussie ? Votre question suppose que nous avons défini qu'est-ce qu'une rénovation non réussie, déjà, pour y apporter une réponse. Ce que j'aimerais, c'est rajouter un acteur par rapport à celui que vous venez d'introduire, à savoir le maître d'ouvrage. Nous sommes 3 à faire une réhabilitation réussie. Pour qu'une réhabilitation réussie, il y a 3 acteurs. Il y a le maître d'œuvre, il y a le maître d'ouvrage, mais il y a aussi l'entreprise exécutrice des travaux, qu'il ne faut pas oublier. Donc moi, je dirais que la responsabilité de la maîtrise d'œuvre est surtout à chercher comme rôle pivot entre l'exécution des travaux effectués par l'entreprise et le rôle support, notamment disons, financement des travaux, puisque le financement est apporté par la maîtrise d'ouvrage, apporté par le maître d'ouvrage. Donc cette responsabilité est à chercher à ce niveau-là. En général, il est très difficile d'acter d'une réalisation non réussie. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous sous-entendez par la responsabilité de la maîtrise d'œuvre à ce niveau-là, notamment dans le cadre, si vous voulez, de la réhabilitation des logements sociaux et des grands ensembles qui sont gérés par des bailleurs sociaux éprouvés. S'il y a des accros, des problèmes, des accidents dans le cadre d'une réhabilitation, il y a le lieu et les instances pour récupérer ce qui a été mal fait et pour rectifier le tir, notamment soit dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et c'est là que s'exerce également la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, soit tout simplement dans le cadre, je l'espère, autrement que contentieuse, de la réflexion et de la discussion entre les différents 3 acteurs que je viens d'énoncer, le maître d'ouvrage, l'entreprise et le maître d'œuvre, rôle pivot entre les 3. Merci. Une autre question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tout a été parfaitement clair. Bon, bah écoute, nous arrivons au bout. Si, une dernière question, oui. J'aimerais juste savoir, c'est qui décide d'attribuer à l'entreprise le chantier ? Est-ce que c'est le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage ? C'est le maître d'ouvrage. C'est clairement le maître d'ouvrage qui décide d'attribuer. Bien entendu, à la lecture des différentes analyses qui ont été établies par la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre possède une mission spécifique pour analyser les offres d'entreprise et présenter cette analyse de la manière la plus claire et la plus lisible possible au maître d'ouvrage. Il ressort de la maîtrise de la responsabilité exclusive de la maîtrise d'ouvrage d'effectuer le choix de l'entreprise qui devra exécuter les travaux. Merci. À titre personnel, je suis dans le cadre d'une rénovation énergétique de ma copropriété. Nous sommes accompagnés par un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre a fait des propositions, il a noté les propositions, mais c'est au conseil syndical et à l'assemblée générale de copropriétaires de valider ou non ces propositions. Et l'assemblée générale de copropriétaires peut très bien prendre une entreprise qui n'a pas été la mieux disante au regard de ce qu'aura dit le maître d'œuvre. Donc on peut suivre les propositions du maître d'œuvre, mais on ne peut ne pas les suivre, souvent pour des raisons financières.